Quand j'étais petite, c'était en mode les Goonies, E.T., on était là avec, moi j'avais un BMX, dès le CP, je pouvais être devant la maison toute seule avec mes autres copains de classe, etc. Il n'y avait aucun problème à être dehors entre enfants sans surveillance des adultes. Il y a des études qui ont montré qu'en gros, tu coupes les écrans et tu vas dans la nature, t'augmentes de 50% ta créativité, par exemple. Ils ont perdu deux choses. Je m'ennuie tout de suite, ils ont perdu ça. Et l'ennui, c'est la créativité aussi, donc c'est lié. Et l'autre, c'est la patience. C'est-à-dire dehors, t'es obligé d'être patient. T'attends ton tour pour les bars, t'attends ton tour pour le toboggan. Les aires de jeu, qui sont le seul endroit où on permet aux enfants de jouer, sont des espaces clôturés, imperméabilisés, sans végétation, stériles. Écoutez cet épisode en marchant dehors. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solène Boquillon-Le Guaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Alors, cette semaine, j'accueille deux de nos invités permanents. Tout d'abord, Marie, la fondatrice de Graines de Citoyens. Salut Marie. Salut Solène, salut à tous. Et Barbara, notre Shiva de la charge mentale et autrice de J'arrête d'être débordée. Salut Barbara. Salut Solène. Et en invité spécial, Adriane Van der Wilk, cofondatrice de l'initiative Les Enfants Dehors, qui offre pour reconnecter les enfants à la nature dès le plus jeune âge. Bonjour Adriane. Bonjour Solène, merci de votre invitation. Alors, au sommaire de cette semaine, nous aurons l'actu avec l'annonce d'une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Mais qu'est-ce que notre président veut encore nous faire faire? Nous allons en discuter ensemble. Ensuite, le débat, ce sera pourquoi les enfants ne jouent plus dehors. Et puis, enfin, nos deux rubriques astuces parents de la semaine et parents pas largués avec un super quiz. Allez, c'est parti, on démarre avec l'actu de la semaine. Alors, une semaine éducative marquée par une annonce. Vendredi dernier, le président Emmanuel Macron a dévoilé le lancement en juin d'une nouvelle convention citoyenne dédiée au temps de l'enfant. Cette initiative va être confiée au Conseil économique, social et environnemental pour repenser l'organisation des journées des élèves en abordant des sujets tels que les horaires scolaires, la durée des vacances, l'équilibre entre la vie scolaire et la vie familiale. Le président a déclaré qu'il lui paraissait nécessaire que l'on travaille à faire en sorte que l'organisation des journées de nos élèves soit plus favorable à leur développement et aux apprentissages, d'un équilibre soit trouvé aussi et pour faciliter la vie des familles. Donc il y aura des citoyens qui seront tirés au sort. Franchement, j'aimerais bien être tiré au sort. Au hasard, Solène. Mais bon, c'est du hasard. Donc Là, on va reparler des algorithmes. Ça m'étonne que je sois tirée au sort. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très très souvent. Les vacances en France, les temps scolaires. Je sais pas vous, mais moi, j'ai connu l'école le samedi matin, puis le mercredi matin, et pas le mercredi matin, et le samedi matin. Enfin, on a l'impression que c'est un éternel recommencement et débat. Alors vous, est-ce que vous avez un avis sur ce sujet, Marie, Barbara et Adriane? Aux US, on finit l'école entre 1h30 et 3h maximum. Ouais. Donc, je rappelle juste, Barbara, elle revient de 10 ans d'expatriation aux USA avec ses 3 filles. Et là, donc, elle est de nouveau dans le rythme français. Exactement. Donc, du coup, y a une des filles, là, par exemple, aujourd'hui, elle fait 8h, 18h. Elle est en 3e. Et elle a fait sa scolarité en faisant 9h30, 15h, tu vois, 15h10. Donc, c'est des journées assez longues. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet effectivement d'avoir beaucoup d'activités en dehors. Et toujours pareil, pour les familles favorisées, il y a des activités. Sinon, les enfants peuvent rester en after school programme, donc après l'école, le temps que les parents sortent de l'école. Ça permet aussi d'avoir du temps de famille. C'est-à-dire les gens finissent plus tôt au bureau. Les Américains travaillent beaucoup, ils ont moins de vacances, mais ils finissent vers 5 heures.
Et donc, il y a un vrai temps parent-enfant, un vrai, il est pas rare de voir tous les playgrounds, les espaces de jeu dans les parcs, etc., pleins de papas, de mamans et d'enfants entre 4 heures et 5, 6 heures. Donc, ouais, ça redistribue le temps de la famille, mais si on change le temps de l'école, moi, ma première réflexion, c'est il va falloir changer le temps au travail et les mentalités au travail, parce que moi, je rentre et je suis aussi surprise de ça, c'est qu'il y a une vraie culture de on reste au travail, quoi. D'abord, on prend 2 heures de déjeuner, etc., et on reste tard au travail. Donc, il faut qu'on revoie tout ça, il faut qu'on raccourcisse nos pauses déjeuner, il Et en faut fait, que je pense que c'est un ensemble. c'est le déjeuner qui pêche. Parce que pour avoir travaillé à l'international pendant 13 ans, en fait, on est le seul pays qui mange 1 heure et demie tous les midis. Enfin, moi, j'ai travaillé notamment beaucoup en Hollande, en Angleterre et en Asie. En Hollande, c'est 30 minutes max. Tu manges un sandwich et puis basta. Et en Asie, en fait, c'est marrant parce que ils font vraiment tous leurs repas sur le pouce, et même ils prennent leur petit déjeuner ensemble. En Malaisie, aux Philippines, ils prennent le petit déj tous ensemble et après ils vont travailler et puis ils prennent des plus petites pauses. Et du coup, c'est vrai que tout le monde part à 17 heures et moi, j'ai changé ma manière de voir mes rythmes de travail quand j'ai commencé à travailler avec un management hollandais où mon manager, il me disait: «Non mais Solène, si t'es encore au bureau après 17h, 17h30, c'est que t'es pas efficace, quoi». Pour avoir vécu aux Pays-Bas, du coup, je suis mariée avec un Néerlandais. On a vécu à Amsterdam et La Haye quelques années. Et effectivement, les enfants ont beaucoup plus de temps, donc ils sont vraiment moins fatigués. Ça, on l'observe. Il y a une liberté éducative qu'on trouve aux Pays-Bas qui va avec la liberté du temps de l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut inscrire ses enfants dans l'école de son choix, peu importe son engagement pédagogique, quel qu'il soit. Toutes les écoles sont privées, mais sont subventionnées. Et donc, ce temps qu'on récupère sur le temps scolaire, qui est aussi du temps de l'enfant précieux, du coup, il peut être mobilisé de plein de manières différentes. Ça peut être à la maison, mais ça peut aussi être, comme tu disais, Barbara, dans les innombrables aires de jeu qui maillent le territoire néerlandais et qui nous ont inspirés avec les enfants dehors. Les enfants, du coup, ayant plus de temps et plus d'aires de jeu, sont beaucoup plus autonomes et jouent beaucoup plus. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'interroger cette question du temps scolaire. Il faut juste faire attention que ça n'impacte pas, encore une fois, les femmes, qui sont les parents par défaut, et qui se retrouvent systématiquement encore à devoir faire tout le travail domestique qui est complètement invisible pour la société. Donc voilà, il faut pas oublier de prendre en compte cette donnée-là. Marie, toi, tu voulais ajouter quelque chose sur... Écoute, moi, je suis d'accord avec tout ça. Effectivement, on a toujours ces grands dispositifs. On se dit, ok, on va tout reposer, mais moi, je me dis, il y a quand même, enfin, faut être lucide. La vraie difficulté, on en a déjà discuté ici sur ce podcast, mais le terrain, les enseignants et tout sont un peu déjà saturés de plein de choses, et donc, faut faire attention dans ces dispositifs de pas rajouter ou de remettre un peu sous pression, et peut-être déjà, prendre en compte les difficultés du terrain et faire remonter la réalité finalement pour pouvoir construire des choses qui seront vraiment mises en place, parce qu'on se dit toujours que ce type de grande consultation peut être beaucoup de blabla, ou en tout cas beaucoup de paroles et pas forcément beaucoup d'actes, ou sans forcément prendre en compte la réalité. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que dans un sujet où on parle des enfants, on entende aussi les enfants. C'est-à-dire de dire finalement de quoi ils ont besoin eux, et qu'on soit pas entre adultes à se dire de quoi, comment on va construire les temps des enfants, mais tu vois, d'avoir des démarches de concertation dans les écoles. Tu sais, il y a des conseils il existe plein de façons, même dans les villes, d'avoir des conseils des enfants, etc. Enfin, en tout cas, de réussir d'une manière ou d'une autre à collecter la parole des enfants. Moi, je sais que pour Graines de citoyens, j'avais créé par exemple un carnet de bord pour leur demander ce qu'ils voulaient voir dans la ville de demain.
et c'était assez hallucinant. Enfin, c'était vraiment très très chouette ce qui avait été collecté grâce à ces carnets de bord. Et donc je me dis que, enfin voilà, ne pas faire l'économie aussi d'aller faire cette démarche. S'il y a vraiment une démarche de concertation globale, ne pas oublier les enfants dans l'histoire, quoi. Et puis après, moi, la dernière chose qui me vient, c'est que finalement, on a quand même un modèle. Effectivement, Barbara, c'est sympa que tu nous partages aussi comment ça se passe ailleurs, mais le système français, il est quand même très traditionnel. Voilà, on apprend avec les matières classiques. Et voilà, si on rebat les cartes, moi j'aimerais bien aussi que ça permette de faire rentrer peut-être justement un peu plus de temps pour apprendre autrement, apprendre à débattre, apprendre à, je sais pas, à coopérer, à comprendre le monde, les nouveaux enjeux. Enfin, voilà, évidemment, ici, je prêche des convaincus, mais surtout sur le climat, sur l'intelligence artificielle, etc. Enfin, il y a plein de débats et de défis d'aujourd'hui qui auraient toute leur place dans l'école. Donc, je me dis que tant qu'à faire, autant aussi insérer ces thématiques-là et ne pas uniquement focaliser sur les temps, on va dire l'agenda ou le calendrier, les temps scolaires, mais aussi de ce qu'on met à l'intérieur. Ouais, je pense que, enfin moi, ça m'inspire 2 choses. Il y a quelle est vraiment la priorité? Parce que est-ce que la priorité c'est les enfants ou est-ce que la priorité c'est les adultes? Parce que quand le président de la République il dit un équilibre pour faciliter la vie des familles, on sait que c'est pour faciliter la vie des parents et la vie des parents, elle est facilitée quand on se calque à la vie de l'entreprise, c'est ce qu'on disait. Et en fait, en France, on a tendance à avoir une scolarité qui se calque à la vie de bureau et pas au rythme des enfants. Et par exemple, j'avais lu des études sur le rythme, notamment au collège, au lycée, qui n'est absolument pas adapté au rythme des adolescents. En termes d'apprentissage et de leçons. Déjà, il faudrait que les ados, ils ne commencent pas l'école avant 9h. Voire 10h. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Donc, ils arrivent, ils sont fatigués. Enfin, on va leur dire couchez-vous plus tôt, sauf que leur rythme fait qu'ils n'arrivent pas forcément à s'endormir plus tôt. Donc ça, c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est il faut voir aussi les inégalités parce que généralement, quand on réduit le temps scolaire, on va le donner au périscolaire parce que il faut qu'on ait des modes de garde pour les enfants le temps que les parents sortent du bureau. Et on voit très bien que d'une mairie à une autre, d'une agglomération à une autre, on n'est pas du tout outillé pareil et on n'accompagne pas du tout les enfants de la même manière. Et donc, on peut aussi avoir énormément d'inégalités en changeant ces rythmes. Bon, écoutez, on va regarder ça. On verra s'il y a un des membres de Génération Parents qui fait partie de cette convention citoyenne. Faut que tu nous mettes le lien pour s'inscrire. Ouais. Parce que potentiellement, tous les auditeurs de Génération Parents auront un avis. De toute façon, s'ils s'intéressent au sujet, il faut que je regarde. Est-ce qu'on s'inscrit pour dire je veux faire partie ou est-ce que c'est n'importe qui? Je vais regarder ça. On va investiguer. Bon, allez, maintenant, on passe, avant le débat, à la présentation de notre invitée. Donc, Adriane, tu es une entrepreneure engagée, une militante de l'éducation en plein air. Tu vas nous dire ce que c'est pour toi. Tu es la cofondatrice et directrice générale de Les Enfants Dehors, qui est basée à Montpellier. Ton parcours est marqué par une volonté profonde de reconnecter les enfants à la nature et de promouvoir des environnements d'apprentissage inclusifs et durables. Et tu es également une voix influente dans les discussions internationales sur l'éducation et l'inclusion. Tu as notamment participé au Women's Forum en intervenant à la session Building Inclusive City pour partager ta vision d'une éducation plus ouverte et accessible à tous. Et donc, ce qui nous amène à notre débat de la semaine où tu vas nous apporter ton éclairage, c'est pourquoi les enfants ne jouent plus dehors. C'est vrai qu'on voit, il y a différents rapports qui sont sortis. Enfin, déjà, on le voit dans la rue. Je disais justement en préparant l'émission hier à mon mari, je repasserai bien dans ma rue d'enfants pour voir s'il y a autant d'enfants, parce que moi, quand j'étais petite, c'était en mode les Goonies, E.T., on était là avec, moi j'avais un BMX et on sortait même au collège, en primaire. Enfin, moi je pense que dès le CP, je pouvais être devant la maison toute seule avec mes autres copains de classe, etc.
il y avait aucun problème à être dehors entre enfants sans surveillance des adultes. Aujourd'hui, si je laisse mes enfants dehors jusqu'au CM2 sans surveillance, on va me dire que je suis un mauvais parent. Donc, il n'y a plus du tout cette liberté et on le voit bien puisqu'il y a deux rapports, une enquête de l'IFOP et une enquête du Haut Conseil de la famille qui nous disent que les parents laissent de moins en moins leurs enfants dehors et puis qu'ils ont l'impression que l'espace public n'est pas un lieu où on peut, dans lequel on peut sortir avec ses enfants. Il y a en Île-de-France 84% des non-parents qui estiment que l'espace public c'est pas pour les enfants. Donc super. Et 30% des parents qui se sentent jugés dans l'espace public. Et en 20 ans, le temps de jeu libre en extérieur a été divisé par 3. En moyenne, un enfant passe 40 minutes par jour dehors. C'est pas du tout ce qu'il y avait il y a plusieurs années. Et tout ça, ça a un impact sur la santé. Et Adrienne, tu vas nous en parler puisque tu as des bonnes pratiques que tu as vues dans d'autres pays qui montrent qu'en fait, il faut absolument avoir plus d'enfants dehors pour la santé physique et mentale. Alors, Adrienne, est-ce que tu peux nous parler déjà de l'initiative Les Enfants dehors, de nous dire ce que vous faites et puis pourquoi c'est important d'avoir plus d'enfants qui jouent dehors? Du coup, avec Les Enfants dehors, on s'est créé il y a 4 ans. Les Enfants dehors, c'est une entreprise sociale et une asso qui collaborent ensemble pour accompagner tous les acteurs qui fabriquent la ville, les collectivités, les aménageurs, les promoteurs, les archis, les paysagistes, tous ces gens-là, pour les accompagner à chausser des lunettes différentes et à penser la ville pour les familles et notamment pour le jeu des enfants. Et donc nous, on est 3 cofondateurs, on est une famille, c'est mon mari, mon frère qui sont mes associés. On est 3 experts de la ville. Moi, je suis anthropologue de formation. Le deuxième, il est urbaniste. Le troisième, il est géographe urbain. Et on a, comme je disais tout à l'heure avec Nicolas, on a vécu aux Pays-Bas et c'est vrai qu'on a eu notre premier enfant là-bas. Là-bas, les villes sont conçues de manière complètement différente depuis très longtemps. Les enfants, mais aussi celles et ceux qui s'occupent des enfants, ont une place égale dans la ville à la place occupée par ce qu'on appelle, nous, le trentenaire athlétique. En France, les villes sont conçues pour une personne capable de se mouvoir sans problème, qui conduit une voiture. Aux Pays-Bas, les villes sont conçues pour la personne la plus vulnérable d'abord. L'enfant, la personne âgée, la personne porteuse de handicap, le cycliste, etc. Ça fait qu'on a une expérience de la ville complètement différente. Donc nous, fort de ce constat, puisque revenus en France avec nos enfants, on s'est pris une petite claque quand même. On s'est rendu compte que on n'était pas vraiment les bienvenus en ville et nos enfants non plus, ce qui augmentait considérablement notre charge mentale. Barbara, parce qu'en fait, quand on doit sans cesse dire à ses enfants, attention, non, ne touche pas, c'est dangereux, c'est sale, etc. Ce qu'on dit quotidiennement à nos enfants finalement, ne cours pas, ne fais pas de bruit. On encaisse, nous, émotionnellement, physiquement, ces contraintes qu'on impose à nos enfants. Et donc ça, on a trouvé ça intolérable finalement. Et on s'est dit, mais il faut qu'on agisse. Donc aujourd'hui, avec notre structure, on accompagne les villes, on fait du conseil aux villes. Donc on accompagne les villes à designer un peu différemment les nouveaux quartiers pour permettre l'autonomie dans le jeu, permettre que les enfants jouent plus dehors, librement, sans que les parents soient confiés de stress. Donc il y a des moyens de faire ça. On a tout un tas de méthodologies très faciles, si on le souhaite, très faciles à appliquer. On crée aussi des aires de jeu écologiques, les premières en France dans l'espace public, et on a développé toute une méthode pour gérer ces espaces. On trouve également des cours d'école végétalisés, etc. Mais on fait surtout, et c'est pour ça qu'on est connu aujourd'hui, des lieux dédiés aux familles. Et donc, ce sont des lieux qui sont conçus autour d'un café, un café des enfants, qui ouvre sur une aire de jeu écologique. Et cette question du café dans une aire de jeu, c'est très étonnant pour les Français, pas du tout pour les Américains. Barbara, tu pourras sûrement valider. L'aire de jeu gérée, le Staffed Playground, c'est un dispositif urbain tout à fait commun dans les pays de tradition protestante. Et nous, dans les pays du sud de l'Europe,
on n'est pas du tout au courant de ce dispositif. En fait, il suffit de mettre un petit café, un petit bâtiment dans une aire de jeu pour que l'aire de jeu devienne un lieu de vie hyper animé. Il y a des jouets, des véhicules, beaucoup plus de vivants, du coup. Une petite asso pour s'en occuper. On y célèbre des anniversaires, on y fait des fêtes de quartier, etc. Et en fait, l'aire de jeu active tout un quartier. Et donc, le quartier se réunit autour des enfants. Et les enfants sont autonomes, ils peuvent jouer, venir tout seuls. Bref, c'est un dispositif urbain qui a un impact considérable. Et donc, on a créé le premier à Montpellier, dans un parc que la ville nous a mis à disposition, qu'on gère. C'est gratuit, bien sûr, c'est solidaire, hein, c'est un projet solidaire. Le café permet d'entretenir l'espace et ça marche très, très bien. Voilà, donc on est au début de notre aventure. L'objectif, c'est d'offrir ce dispositif à qui voudra pour que tout un chacun puisse créer ce type de projet, mais aussi d'agir par le haut avec les décideurs, avec ceux qui font la ville pour concevoir nos villes différemment. Donc cette mission au cœur de permettre aux enfants de jouer librement au contact du vivant partout, tout le temps. Parce que tu l'as dit, ce déficit de rapport au vivant, il a des impacts extrêmement négatifs sur la vie de nos enfants. Déjà sur leur santé mentale, on l'a vu depuis le Covid, les enfants qui ont un déficit de nature, qui sont des enfants d'intérieur, etc., qui ne sortent que 40 minutes par jour, c'est le temps de 2 récrés, 40 minutes. Finalement, au-delà de la récré, est-ce que les enfants sortent? Je me pose la question. Adrienne, il y a une stat, souvent on entend que les enfants parfois sortent moins que les détenus. Oui, alors ça vient d'une étude britannique. Je pense qu'il faudrait la mener en France également. Mais non, mais c'est radical, je pense, à dessein. C'est pour nous faire prendre conscience du fait que les enfants ne sortent plus du tout. Tu le disais, Solène, on ne peut plus laisser nos enfants sortir. Alors pourquoi? Nous, on a fait notre petite enquête. On pense qu'il y a plusieurs dimensions. Mais avant tout, parce que je suis une féministe, moi, je pense que il faut que nos environnements le permettent. Si nos environnements ne le permettent pas, la responsabilité, elle redevient individuelle, elle revient sur le parent et donc la mère, qui est le parent par défaut. On demande aux mères de solutionner un problème de société, n'est pas solutionnable de manière individuelle. La parentalité, c'est une activité qu'on a menée en commun pendant des millénaires. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on doive la mener toute seule? C'est anormal. Donc, je pense que nos villes doivent s'adapter pour que nos enfants puissent jouer dehors. Enfin, tu vois, moi, je vais partager, j'ai eu une discussion un peu punchy avec des mamans il y a 3-4 ans parce que il y avait, moi, je suis dans une résidence fermée avec de la verdure et il y avait un enfant de 8 ans qui jouait sans surveillance et il y avait une mère qui disait ah mais cet enfant c'est un délinquant, il joue sans surveillance, pourquoi ses parents. Et en fait, j'étais absolument pas d'accord parce qu'on est dans une résidence fermée. Quel est le problème? Et en faisant un petit peu mes recherches sur ce sujet, parce qu'en fait, on vient nous dire que c'est parce que ce n'est plus sécurisé, qu'on aurait peur que nos enfants soient kidnappés. Enfin, faut arrêter. Il y a pas. Enfin, j'ai pas vérifié les chiffres, mais il y a pas des milliers d'enfants qui sont kidnappés par an. Il doit y en avoir. Enfin, je sais pas, mais c'est pas quelque chose qui est régulier. Moins qu'avant, en fait. Ouais, moins qu'avant, ça c'est clair. Et donc en fait, avec les actualités, on a l'impression que c'est plus probable. Donc les parents préfèrent avoir leurs enfants dedans. Et en plus, pour revenir à la discussion que j'avais eue avec cette maman, quand on laisse nos enfants seuls dehors sans surveillance, on est tout de suite jugé comme étant un mauvais parent. Je sais pas si tu as entendu parler, Barbara, de cette initiative, mais il y a une association aux États-Unis qui a porté devant les tribunaux une action pour que on dépénalise le fait de laisser ses enfants jouer seuls dehors et qu'on ne se retrouve pas devant les tribunaux parce que son enfant a joué seul dehors. Ce qui montre un petit peu à quel point ça tourne pas rond, quoi. Parce que comme tu le dis, Adrienne, s'il y avait cette solidarité entre les parents et si on se disait ah bah tiens, vous allez jouer entre copains et vous revenez dans tant de temps et comme ça on sait. Moi, c'est comme ça que je faisais. Ma mère, elle me disait, je me rappelle, j'allais jouer aux billes, je faisais le tour et elle me disait bah tu reviens à telle heure, quoi. Et je revenais à telle heure et si j'étais en retard, oui, là il y avait un problème. Mais en fait, c'est assez dingue de voir comment
ça a switché et on a l'impression que nos enfants sont plus en sécurité à l'intérieur. Et comme on l'a vu dans plusieurs épisodes de Génération Parents, ils sont pas plus en sécurité parce qu'ils sont devant des écrans avec des prédateurs. En fait, la majorité des violences faites aux enfants, elles ont lieu dans la sphère domestique. Pas oublier, hein. Donc ça, déjà, c'est un biais qu'on peut casser avec des données. Deuxième chose, il y a des moyens, on l'a vu donc aux Pays-Bas, qui est notre lieu d'expérimentation principal. Il y a des moyens pour concevoir la ville afin de permettre aux parents d'ouvrir la porte et de laisser les enfants jouer. Il y a des méthodes, on peut le faire. Faites un petit voyage à Amsterdam. D'ailleurs, on emmène les collectivités aux Pays-Bas pour faire des voyages apprenants. On peut vous emmener. Allez voir comment sont conçues les villes. Le principal prédateur des enfants dans les villes, c'est la voiture. C'est la voiture. Une voiture, ça occupe l'espace de 7 enfants qui jouent, garés ou en mouvement. Donc, c'est comme ça qu'on élimine les enfants de l'espace public. C'est en laissant la place aux lions dans la savane. La voiture. Je mets n'importe quel parent au défi de laisser son enfant jouer devant une route. C'est impossible. On est là pour protéger nos enfants. C'est normal qu'on n'ait pas envie de faire ça. Hein, on ne laisse pas nos enfants jouer si c'est au péril de leur vie. On ne le fera pas. Donc, il faut concevoir différemment. Et c'est pas une responsabilité familiale de braver ses peurs et ses angoisses de parents et de dire au nom du désir de laisser mon enfant jouer, je veux ouvrir la porte. Non, c'est pas possible. Il faut que ça passe par un design, un urbanisme différent. Il faut qu'on arrête de mettre des voiries entre des parcs et des aires de jeu. On met des grands parcs à chiens dans les parcs, on met une aire de jeu en périphérie, près de la déchetterie. Enfin, aujourd'hui, je le vois tous les jours dans les collectivités que j'accompagne. Les aires de jeu, qui sont le seul endroit où on permet aux enfants de jouer, sont des espaces clôturés, imperméabilisés, sans végétation, stériles. Et extrêmement cher, parce que, enfin, juste, je fais une parenthèse. Moi, je trouve qu'il y a un délire sur le matériel, le mobilier urbain à destination des enfants. J'ai découvert ça quand j'étais présidente d'une crèche parentale associative, parce que bon, c'était à moitié géré par la mairie, et donc il fallait remplacer quelques éléments des aires de jeu, le goudron par terre, un cheval à bascule, etc. Et en fait, mais c'est hors de prix, quoi, en plus. Alors, non, mais c'est vrai. Et puis, je ne parle même pas du banc. Vous connaissez toutes le banc pour l'aire de jeu. Voilà. C'est la seule chose qu'on offre aux parents dans une aire de jeu. C'est d'une tristesse abyssale quand on regarde vraiment cet objet tel qu'il est sociologiquement. Qu'est-ce que c'est que cet endroit un peu à part, ségrégué du reste de la société, où on permet à nos enfants de jouer sous notre surveillance. Enfin, c'est presque de l'ordre de la prison quand on y pense. Donc, il y a des solutions développées dans plein de pays. Il faut mettre des espaces beaucoup plus riches de vivants, avec du matériel libre, des grands bâtons, des fibres, du sable, et tout un tas de choses, des récipients, des petits véhicules. Les enfants jouent librement. Venez voir vos enfants dehors. On a des mamans qui boivent du matcha, il y a des toilettes, des tables à langer, on se pose, les enfants jouent 2 heures, 3 heures, il y a de l'eau. Bref, c'est un vrai espace de jeu. Et en fait, c'est pas compliqué, quelque part, de designer différemment. Et moi, je vais vous dire ma conviction, c'est juste que les personnes qui ont designé jusqu'à maintenant ne sont pas concernées. C'est pas des mamans, c'est pas des papas de jeunes enfants. Ce sont des gens qui en pensent l'enfant comme un objet, très ennuyeux et qui n'innovent pas. Donc, il faut innover dans le secteur des aires de jeu, y compris au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut aller solliciter nos députés, les bousculer un peu et leur dire le décret des aires de jeu aujourd'hui en France, il est archaïque, il est passé. Il faut le pousser. Il date de quand? Alors, il a été, je pense, reforgé à la fin des années 80, ensuite 90. Ce qu'il y a, c'est qu'on a le même décret harmonisé au niveau européen et que la lecture qui en est faite par la répression des fraudes est tout à fait, d'un autre temps. On n'a pas le droit d'avoir des marronniers dans les aires de jeu, on n'a pas le droit d'avoir des murs dans les aires de jeu. Enfin, pourquoi? Ah oui, toutes les plantes piquantes doivent être éliminées. Enfin, il y a une espèce de excès de prudence. Voilà, de normativité quelque part qui ne correspond plus aux attentes des familles d'aujourd'hui. Les familles d'aujourd'hui ont besoin d'interroger la vie de leurs enfants à travers les temps de l'enfant, on en parlait, et pas dans des silos. Nos vies sont complexes, hein, nous les parents d'aujourd'hui, on travaille en dehors des heures d'école ou de garde,
on est sursollicité, surinformé, très inquiet par l'avenir qui nous attend, qui attend nos enfants. On a envie que nos enfants aient accès à des loisirs beaucoup plus proches de la nature. Voilà, comment on répond à ces besoins-là, ces besoins des familles aujourd'hui. Et donc, au-delà de l'urbanisation, peut-être proposer aux écoles d'urbanisation et d'architecture paysagiste d'avoir des journées où on se balade avec une poussette à la main et dans les villes pour voir un petit peu comment c'est. Mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse de manière concrète pour faire en sorte que nos enfants passent plus de temps dehors? Alors Marie, peut-être tu as des choses à dire là-dessus, si tu veux répondre. Moi, j'ai aussi. Hein. Je pense qu'on a tous des expériences, mais en tout cas, moi, ça me fait penser. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a les temps. Quand on parlait des temps, il y a les temps donc à l'école, effectivement, où ils sont aussi beaucoup en intérieur, et donc on parle. Il y a des tendances aujourd'hui de l'école dehors, ou en tout cas d'avoir des projets qui permettent à l'enfant vraiment d'aller cultiver ce lien avec la nature. Je pense par exemple aux aires marines éducatives. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais donc pour des enfants qui habitent proche du littoral, en gros c'est une petite zone du littoral qui est gérée par une classe. Donc en gros, l'enseignant, les enfants vont sur place, voient un peu comment ça se passe et apprennent en fait finalement les pieds dans l'eau en rencontrant les pêcheurs, en observant les animaux, les algues, etc. De finalement quel est cet écosystème, comment on fait pour le protéger et se rendre compte que finalement ils ont du pouvoir sur le vivant. Et donc il y a plein de dispositifs, ça c'en est un, mais il en existe plein d'autres. Mais une des manières finalement d'aller on va dire allier l'utile à l'agréable et d'aller apprendre en étant en extérieur. Donc ça, il y a plein de tendances liées à ça. Et après, peut-être dans ta question, Solène, il y a qu'est-ce qu'on peut faire, nous, plutôt sur la sphère familiale, on va dire, nous, en tant que parents. On n'est pas forcément tous égaux par rapport à notre lien, ou en tout cas à notre accès facile à la nature, en fonction de si tu habites dans une grande ville ou à la campagne, c'est évidemment pas la même chose. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire, et notamment, alors, il y a un truc que j'aime bien, moi, qui s'appelle, au Japon, ils parlent des bains de forêt. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en gros, ça montre un peu ce que Adrienne disait, c'est tous les bénéfices d'aller juste se balader dans la nature. On parle de forêt, mais finalement, en fonction de là où on est, c'est pas obligé d'être la forêt tropicale incroyable, ça peut être un petit bout de nature dans la ville dans laquelle on est. Et finalement, tout ce qui a été dit avant, ça nous permet de développer notre créativité. Il y a des études qui ont montré qu'en gros, tu coupes les écrans et tu vas dans la nature, t'augmentes de 50% ta créativité, par exemple. Donc qu'on soit un adulte ou un enfant. Donc il y a plein de bénéfices finalement à aller se balader et à aller s'intéresser aux arbres, aux abeilles. Enfin voilà, encore une fois à la biodiversité qui est autour de nous. Les enfants, ils sont hyper réceptifs à ça, et il y a plein d'activités que tu peux faire assez simples, d'aller détecter les différents arbres en fonction de leur écorce, d'aller deviner les animaux qui sont passés par là avant nous. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec eux sans forcément être dans des choses extrêmement difficiles à mettre en place. C'est exactement ce qu'Adrienne dit pour les aires de jeu, c'est la même chose pour nous parents. On peut faire des micro-aventures près de chez nous, 1 heure ou 2 dans un parc à côté de la maison, quoi. Ce qui m'amène à la rubrique au secours, c'est une super transition pour être un peu plus précis. Donc on a une maman qui nous dit « J'aimerais que mon enfant joue plus dehors, mais je vis en ville et je travaille toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire ?» Oui, j'imagine qu'elle va pas à l'école. Son école, elle est pas dans sa maison déjà. Donc, c'est comment la première question qu'elle se pose, c'est le temps de trajet, comment elle l'utilise. Il y a un temps de trajet qui est sous-estimé. Moi, ce qui me choque un peu avec ce retour au vélo, c'est qu'en fait, souvent les parents font des déplacements, parce que je comprends, pour optimiser leur temps. Mais ils mettent des enfants assis dans une carriole. Alors certes, ils sont outside, c'est-à-dire ils sont dehors, mais en fait, ils ne marchent pas. En fait, dans l'extérieur, il faut qu'il y ait aussi une notion de motricité. Et l'environnement extérieur, il est là pour prendre l'air et le contact aux arbres et tout ça, mais il y a la question de motricité. Donc la première question à s'interroger, c'est est-ce que tu as un moyen dans ton quotidien de rajouter du temps dehors, où tu prends l'air dehors et en plus tu fais marcher tes jambes, qui est du coup parce que t'es un moteur, en fait. Donc, faites marcher votre physique. Ça, c'est la première question. Puis après, il y a le week-end.
Il y a quand même 2 jours de week-end, où qu'est-ce qu'on fait, et puis c'est pas, c'est quand même bien de faire un peu tous les jours. C'est comme l'activité physique, hein, c'est la régularité prime sur l'intensité. Mais quand on n'a pas le choix, comment on répartit le temps que l'on doit avoir dehors. Et là, Adriane, j'imagine que tu suis cette Américaine qui a fait le challenge de 1200 heures dehors. Oui. Qui est incroyable, qui est une vraie tendance. C'est un challenge américain, 1200 heures outside. 1000 heures dehors, ouais. 1000 heures dehors. Et ben en fait, c'est une jeune maman de 5 enfants qui, en regardant les études que tu connais par cœur, qui est les enfants et les ados passent 1200 heures derrière leurs écrans. Et elle a dit, en fait, je vais renverser cette tendance et je vais proposer des challenges de 1000 heures dehors. Et donc, du coup, ça fait 2h45 par jour. Elle s'appelle Ginny Urich. On pourra mettre son nom. C'est un gros carton social media, vraiment, et elle a développé des carnets de bord dont Marie, tu parlais tout à l'heure, que tu as développé aussi, pour aider les gens à passer 1200 heures par an dehors. C'est super parce que tu colories une sorte de mandala, en fait, à chaque fois que tu passes 1 heure dehors. Et donc, c'est un visual tracker qui te permet de traquer tes progrès avec tes enfants. Donc, ça donne un peu aussi des objectifs aux parents débordés et se dire que finalement, comme on introduit le fitness dans sa vie, on peut introduire du temps passé dehors parce que l'effet sur nos enfants est considérable, sur le bien-être, sur la régulation émotionnelle. On en parle beaucoup aujourd'hui, le système nerveux des enfants, sur l'attention, sur la qualité d'apprentissage, le bien-être familial, etc. Les enjeux, les débats, les impacts, sont très importants au niveau positif. Donc, on a tout intérêt à le faire dans nos vies débordées. Puis, on ralentit. Hein. C'est un peu la slow life. Est-ce qu'on peut mettre un peu de slow life dans nos vies? Nous, on le fait à moyen terme en créant ces lieux où on peut chiller en famille, finalement, sans faire grand-chose pendant que les enfants jouent. C'est un peu une donnée humaine qu'on a oubliée, mais finalement, est-ce qu'on est là pour produire à tout prix? On peut se poser la question. Ou est-ce qu'on peut aussi juste vivre avec nos enfants? Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans le rat race, dans la course des rats, dans la roue du hamster, par choix ou par obligation? On peut trouver des petits espaces de liberté dans notre quotidien. Nos enfants nous y amènent. En fait, il faut se mettre un peu au diapason de nos enfants. On parle encore des temps, voilà, peut-être ralentir un peu sur ce qu'on leur impose en termes d'agenda des ministres et leur permettre de revenir au jeu libre, une activité qui a complètement disparu et pour laquelle moi je milite vraiment comme une acharnée. Si les enfants ne jouent pas librement, ils n'ont pas accès à cet état de flow auquel nous, on accède quand on est dans la concentration. Et du coup, ils ne grandissent pas bien. Hein, les enfants, ils ont besoin d'au moins 2 heures de jeu libre par jour, non interrompu, si possible dehors, si possible avec d'autres enfants, pour pouvoir vraiment atteindre cet état de flow. Mais on le voit, ils ont perdu 2 choses. Les enfants, c'est l'ennui, ils savent pas s'ennuyer, donc ils savent J'allais pas. dire, ouais, je m'ennuie. Je m'ennuie tout de suite. Ils ont perdu ça et l'ennui, c'est la créativité aussi, donc c'est lié. Et sur le workplace, on le voit bien. Moi, en entreprise, je le vois sur cette jeune génération. Et l'autre, c'est la patience. C'est-à-dire dehors, t'es obligé d'être patient. T'attends ton tour pour les bars, t'attends ton tour pour le toboggan. T'es patient, tu marches jusqu'au playground et tout ça. Donc, ça développe deux compétences qu'on n'a plus, je trouve, et que je vois disparaître dans les jeunes générations. Il y a un point, Adrienne, tu es d'accord, je pense, mais aux États-Unis, tu vas au playground avec tes enfants en yoga pants. Alors, c'est vrai que c'est pas très élégant. Et les papas, ils sont en short ou whatever. Et ils montent, ils jouent avec eux, quoi. Ils font du toboggan, ils font des roues, ils font du yoga avec leurs enfants dans le parc. Il y a aucun jugement, aucun. Ni sur comment tu t'habilles. Ici, les playgrounds, on les voit, les parents sont nickel. Enfin, franchement, ils vont, on dirait qu'ils vont au bureau, quoi. Et donc, du coup, dans cette tenue, tu ne peux pas te lâcher, tu ne peux pas courir après tes enfants, tu ne peux pas cette liberté physique que tu as
et à mon avis qui est importante à la fois pour montrer, tu vois, be the role model, mais vraiment, et puis montrer à l'enfant qu'on a le droit de s'amuser, qu'on a le droit de courir, qu'on a le droit de monter aux arbres, et avec tu vois, avec un petit tailleur, même un petit pantalon chino de Cézanne, tu montes pas à l'arbre, quoi. Ben non, avec un yoga pant de Décathlon, oui, voilà. Donc il y a une perception. Enfin moi vraiment, je le vois socialement, même la tenue est importante. Mais après, c'est comment est-ce qu'on ancre de bonnes habitudes et pas forcément. Effectivement, oui, l'idéal ce serait qu'ils jouent 2 heures, mais enfin, par exemple, moi, je sais que quand je vais les chercher à l'école, moi, je pense, ils ont besoin d'un petit sas de décompression. Alors, c'est vachement plus facile l'été, mais moi, par exemple, ils vont passer 15 minutes à grimper aux arbres. Donc, on a des arbres dans la résidence et ils me disent, attends, on va grimper aux arbres et après on revient. Et donc voilà, ils ont fait leur grimpette, ils sont contents. Mais du coup, c'est que 15 minutes, mais c'est déjà ça. Bon, après, ils sortent le mercredi, le samedi, le dimanche, beaucoup plus longtemps. Mais voilà, faut aussi, je pense, ne pas se donner des objectifs de dingue en se disant, ah, il faut sortir 1 heure. Parce que déjà, si on fait, je sais pas, 15 minutes par jour, et puis après on fera 20 minutes, etc. Voilà, c'est comme tout, quoi. Parce que effectivement, si à chaque fois tu te dis que une sortie c'est minimum 1 heure, bah tu sors jamais. Non, quoi. non, mais ça rajoute de la charge mentale, hein, et des injonctions. Et on n'est pas là pour ça. Mais cette idée de laisser les enfants choisir leur activité, je pense que c'est un bon début. Parce qu'en fait, les tiens, ils montent aux arbres. D'autres vont avoir envie de sauter dans une flaque. Et voilà, on est tous différents. Ouais, ils montent aux arbres et ils font collection de bâtons. Voilà. J'ai au moins Ça, c'est 50 typique, bâtons quand sur même. mon balcon. Et voilà, les laisser faire des collections, ramener des choses, se salir. Moi, c'est ça que je dis aux parents. Lâcher les parents français sur la saleté. Parce qu'en fait, déjà, bon, la terre et tout ça, c'est pas sale, hein. On renouvelle notre microbiome comme ça. Et puis, l'enfant, il a besoin de sensorialité. On vit dans un monde qui est deprived, complètement privé de sensorialité. Et l'enfant, c'est par la peau qu'il va devenir quelqu'un, qui va s'individualiser. Donc, si on lui refuse la possibilité de toucher des matières naturelles, on le met en difficulté quelque part neuronale, hein. Donc, laissez les enfants se salir, investissez dans une combi, une paire de bottes pourries que vous trouverez dans le thrift store à côté de la maison. Laissez-les se crader un peu, vous les doucherez à la maison, et eux, ils seront vachement plus contents, bien dans leur peau. Et voilà, il y a des flaques, laissez-les sauter dans les flaques. Vous le faisiez, n'oubliez pas que vous le faisiez. Et donc, ça sera la conclusion de la rubrique là. Laissez vos enfants sauter dans les flaques. Et on va passer à notre rubrique parents pas largués avec un petit quiz ludique et éducatif. Donc, je vais vous poser des questions et vous allez me dire quelle est la bonne réponse, Marie, Barbara et Adriane. Sachant que on a affaire à des spécialistes, donc ça devrait pas être trop dur pour vous. Allez, question numéro 1. À quel âge un enfant a-t-il le plus besoin de jouer dehors selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé? Entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6 ans, tout au long de l'enfance. Moi, je dirais tout au long de l'enfance, n'est-ce pas? 3, Et tout au long de la vie, non? Ouais. Parce que moi, je me dis toujours que là, ce qu'on dit pour les enfants, c'est tellement vrai aussi pour nous adultes. Tu sais, la relation à la nature, on est quand même beaucoup plus en intérieur, et donc forcément, les enfants aussi reproduisent ça. Mais moi, je dirais tout au long de la vie. Réponse D. Moi, j'aurais dit B. Ouais. Moi, j'aurais dit B s'il faut rebelle, choisir. Ouais. Bon, et ben c'est tout au long de l'enfance. L'OMS recommande au moins 1 heure d'activité physique par jour à tout âge, et jouer dehors est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir dès qu'on est petit. Question 2. Quel pays est cité en exemple pour avoir réduit les allergies et l'asthme chez les enfants grâce aux jeux dans la nature? A. La Suède. B. La Finlande. C. Le Canada. La Finlande. B. Ouais. B. Adrienne, ouais, j'avais lu un post que tu avais fait sur le sujet. Donc, la Finlande a mis en place dès 2008 un programme basé sur le contact avec la biodiversité. Résultat, ils ont moins 62% de crise d'asthme et moins 40% de régime pour allergie. Donc, on voit qu'il y a des gros bénéfices sur la santé. Question 3. En France, combien d'enfants ont accès à un espace de jeu naturel dans leur quartier? Réponse A, 1 sur 2. Réponse B, 1 sur 3. Réponse C, 1 sur 5. 1 sur 5. Ouais.
Et encore naturel dans un parc, quoi. Ouais, et ben c'est ça. 1 sur 5, c'est peu et effectivement, il faut que ça change et peut-être que c'est un petit sujet qu'il faudrait que, comme tu disais, Adriane, on fasse passer à l'Assemblée. Bah, nous, on a comme Ça veut dire qu'il y a 4 sur 5, il y a 4 enfants sur 5 qui n'ont pas de parc dans leur quartier. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Et ça, ouais, on travaille avec les villes en ce moment sur ces questions. On a des roadmaps pour accompagner les villes à mieux faire, hein, donc c'est possible. Et encore, ça, tu vois, ça veut dire qu'ils ont une boulangerie, mais ils n'ont pas voire 2. 4 pharmacies, 3 boulangeries dans leur quartier, 0 parc pour jouer. Ouais. C'est... Allez, question 4. Quelle proportion d'enfants jouent dehors chaque jour en France aujourd'hui? A, 1 sur 2, B, 1 sur 3, C, 1 sur 10. Imagine, c'est 1 sur 10, voire moins. Et bah, c'est 1 sur 10. Non, mais quand j'étais petite, c'était tout le monde. Ah oui. Et dans d'autres pays, c'est tout le monde. Il n'y a que la France. Il n'y a que la France qui est en retard sur ces questions. Ah bon? C'est quoi les autres chiffres de nos voisins? Tu les as, Alors, j'ai pas les chiffres, non. Mais par contre, je peux vous dire un peu en qualitatif, quand vous sortez dans une ville néerlandaise, il y a des gosses partout, seuls. Ouais, ça, je confirme. Donc, allez voir. Dernière question. Quelle est la principale barrière au jeu libre en extérieur selon les parents interrogés dans la dernière enquête IFOP sur ce sujet? A, le climat. B, le manque de temps. C, l'inadaptation de l'espace public. Je dirais B. C, moi, je dirais non. On a peur. Ouais, c'est l'inadaptation. Donc, 74% des parents trouvent les sorties stressantes et 35% dénoncent le manque d'infrastructures adaptées. Et donc, 1 parent sur 2 renonce à des sorties à cause de ça. Alors, ce qu'on peut dire en complément de ce que Marie disait sur les stats de marcher dans la nature, tu parlais de la créativité, mais c'est l'impact sur la dépression et l'anxiété. Donc, j'ai envie de dire, les parents, si vous emmenez vos enfants dans la nature, non seulement vous réduisez votre niveau d'anxiété général, pas seulement que sur les risques de vos enfants, mais en plus, faites d'une pierre deux coups, quoi. Les enfants, ils en profitent. Voilà, donc c'était un petit quiz qui nous montre l'état des lieux, on va dire un peu déprimant. Hein. Donc, comme le dit Barbara, pour être un peu moins déprimé, on ressort. Hein. En plus, là, il fait beau, c'est les beaux jours. Les journées sont plus longues, donc on en profite. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Merci Marie, Barbara, Adriane pour toute cette discussion et ces éclairages. J'espère que vous repartez avec des idées pour mieux accompagner vos enfants dans la verdure. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Et en teaser, tu peux dire écoutez cet épisode en marchant dehors. Oui, c'est vrai. Écoutez cet épisode en marchant dehors. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.